Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors il était intéressant d'introduire un système de coordonnées locales particulières pour les espaces riemanniens qui sont appelées des coordonnées normales, car elles permettent de simplifier de manière considérable la démonstration de certaines identités, en particulier pour le tenseur de Riemann-Christoffel. Alors considérons un point M0 d'un espace riemannien de composants de coordonnées UI. On a M0 de coordonnées UI. Et donnons-nous en ce point un vecteur unitaire P de direction arbitraire et de composante PI. Si l'on intègre les équations des géodésiques avec les coordonnées initiales, on a dUI sur ds fois S égale 0 égale PI. Où la longueur d'arc S est choisie telle que S est égal à 0 au point M0. C'est donc une distance au point M0. On démontre que pour un vecteur donné P, le système d'équations des géodésiques a une solution unique. De plus, pour chaque point M situé dans le voisinage de M0, on démontre qu'il existe un seul choix de direction P en M0, de telle sorte que la géodésique UI égale UI de S, solution du système d'équation, passe par M. Donc en somme, entre M0 et M, du moment que M est dans le voisinage, il existe une seule géodésique qui les joigne. Alors, prenons alors pour chaque point M du voisinage de M0 les coordonnées suivantes. YI égale SPI. Prenons alors, donc où S est la distance le long de la géodésique de M0 à M. Et les coordonnées YI sont appelées les coordonnées normales au point M. L'intérêt principal des coordonnées normales réside dans le fait qu'au point M0, les symboles de Christoffel du système de coordonnées sont tous nuls, de même que les dérivés des KGIJ en ce point. Mais uniquement en M0, bien entendu. Alors, démontrons qu'il en est bien ainsi. Si l'on a Y égale SPI, on obtient pour PI fixé, pour PI fixé, on va avoir DYI sur DS égale PI, et D2YI sur DS2 égale 0, puisque PI est fixé constant. L'équation des géodésiques écrite en coordonnées YI devient alors, compte tenu de cela, gamma JIK PI PJ PK égale 0. Pour toutes les directions en M0, puisque gamma JIK est symétrique, donc on ne peut pas avoir d'annulation de deux termes dans la sommation suite à l'inversion du J et du K, c'est symétrique. Cela veut dire que pour toute que pour tout I, alors gamma JIK égale 0.
C'est en M0, c'est-à-dire qu'il est nul pour tout IJK. De plus, on a les relations gamma IRJ égale GKR fois gamma IKJ et gamma IKJ plus gamma JIK, KJ plus gamma JIK est égal à DKGIJ. Cette relation montre que les symboles de Christoffel de première espèce sont tous nuls aussi en M0, et ceci montre que les DKGJ sont nuls en M0. Et d'autre part, puisque GIJ fois GJK est égal à delta IK, une constante, en dérivant le produit, sachant que les dérivés des composantes coincidentes sont nuls, on en déduit que D de G, dk de GIJ contravariant égale 0 aussi. Et ça simplifie beaucoup de choses. Moi, c'était vrai qu'en M0. Alors, utilisons les coordonnées normales YI pour démontrer plus aisément les propriétés de symétrie du tenseur de Riemann-Christoffel. Son expression se simplifie, puisque les symboles de Christoffel sont nuls, et on obtient RIJRS égale 1 demi DRI GSJ plus DSJ GJR moins DRJ GIS moins DIS GRJ. GIR ici et IS ici. D IS GRJ. Fermez la parenthèse. Où les GJ sont les coefficients d'éléments linéaires de coordonnées normales valables. Alors, par permutation des indices, on obtient des relations de symétrie qui vont suivre. Et elles sont valables pour tout système de coordonnées, puisque les propriétés de symétrie sont indépendantes. Les permutations de symétrie sur les indices sont indépendantes et valables pour tout système de coordonnées. Car une propriété de symétrie sur les indices est une notion qui est indépendante du repère qui est utilisé pour la décrire. Alors, permutons les indices I et J dans leur relation. Donc, dans cette relation-là, on permute I et J. On trouve qu'alors que RJ, RJI, RS égale 1 demi DRJ, GSJ, plus DSI, GJR, moins DRI, GJS, moins DJS, GRI. Et on vérifie alors que c'est égal à moins RIJRS.
RS. Donc une propriété d'antisymétrie. De même, en permutant R et S, on trouve que RIJRS égale moins RIJSR. Enfin, la permutation en bloc des indices IJ et RS nous donne, et en tenant compte de la symétrie des GIJ aussi, et de la possibilité d'intervertir les dérivés, ça donne RIJRS égale RRSIJ. Propriété de symétrie cette fois-ci. Effectuons maintenant une permutation circulaire sur les indices JRS. Donc on fait JRS, RSJ, SJR. Donc on prend les permutations et on trouve que IRSJ RISRSJ égale, je ne vais pas répéter la même opération, je vous laisse détailler si vous le souhaitez. Donc on permute les indices et de même RISJR, je me suis trompé là, c'est IRSJ. Et IR RISJR, de nouveau en permutant les indices. Et si on fait la tombe des trois, on constate que tous les termes s'annulent. Et donc RJRS plus RIRSJ plus RISJR est égal à 0. C'est ce qu'on appelle la première identité de Bianchi, parce qu'il y en a une deuxième. Alors, les propriétés d'antisymétrie montrent qu'un certain nombre de composantes du tenseur de Riemann-Christoffel, lorsque s'annule, lorsque I égale J, donc dans RJRS, si I égale J ou si R égale S, à cause des propriétés d'antisymétrie, les valeurs des composantes sont nulles. D'autre part, les relations de symétrie et la relation de Bianchi montrent que de nombreuses composantes se déduisent l'une de l'autre. Alors, on peut compter le nombre de composantes du tenseur de Riemann-Christoffel qui ne sont pas nulles et qui sont indépendantes des autres composantes restantes. Donc, en tenant compte de toutes les relations, on compte celles qui sont vraiment indépendantes, les autres étant nulles ou se déduisant de celles qui sont indépendantes. Et on trouve que le nombre de composantes indépendantes est égal à n carré fois n carré moins 1 divisé par 12. Où n, c'est la dimension de l'espace riemanien, bien sûr. Notons que ce nombre croît très vite, parce que c'est un nombre en n4. Ainsi, si on prend le nombre de dimensions, n égale 1, 2, 3, 4 dimensions, le nombre de composantes est égal à 0, il n'y en a aucune, le tenseur est nul. Une composante, à 3 dimensions, il y a 6 composantes, il y a 4 dimensions, il y en a déjà 20. Donc ça grandit très vite. Comme c'est le tenseur de courbure, on va y revenir très vite, cela montre que la courbure pour des dimensions relativement élevées, disons à 4 dimensions, est une notion déjà assez complexe.
alors qu'à une dimension est élémentaire et à 2 dimensions, elle est assez simple. Et en effet, par exemple, pour un espace riemannien à 2 dimensions, le tenseur de Riemann-Christoffel a seulement une composante indépendante parmi les 16 possibles. Les seules composantes non nulles sont R12 à 2 dimensions, R12, 1,2 est égal à R2, 1, 2, 1 égale moins R 1, 2, 2, 1 égale moins R 2, 1, 1, 2. Toutes les autres composantes sont nulles. Et donc, une seule valeur, par exemple celle-là, on en déduit les autres. Une seule valeur indépendante. Voilà, donc maintenant, nous sommes prêts pour parler de la notion de la courbure de l'espace riemanien. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo, où nous ferons, entre autres choses, le lien entre le tenseur de rotation grand oméga, que nous avions vu dans les cycles, et le tenseur de Riemann-Christoffel. Je vous remercie.